Bienvenue, mesdames et messieurs, au troisième numéro de la semaine de Perfect Actu. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à vous informer à travers cette émission axée sur les décortiquages ou les décryptages, des grandes questions d'actualité. Nous allons nous focaliser ce mercredi 3 mai autour des deux principaux sujets. D'abord, les élections avec les journées portes ouvertes organisées par la Commission électorale nationale indépendante. Les partis politiques ont défilé, les organisations des mouvements citoyens et ONG des droits de l'homme, des experts nationaux et internationaux continuent de défiler à la CENI pour s'imprégner du nettoyage du fichier électoral. Quelle est la position du parti politique Nouvelle Génération du Congo par rapport à ces enjeux? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est également la sécurité ou la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Kinshasa dénonce la nomination du nouveau commandant de la force régionale en remplacement du Kenya qui venait de rendre l'établier. Au niveau de la République démocratique du Congo, on estime que le gouvernement n'a pas été contacté pour opérer ces choix. Qu'est-ce qui va arriver après cette opposition des Kinshasa vis-à-vis de l'EAC? On va aussi faire le point sur la situation sécuritaire à Kwamut et même ici à Kinshasa avec le phénomène Koulouna qui continue de battre son plein. Sur ces plateaux, je reçois pour la toute première fois Maître Camille Richard Kalele, président du parti politique Nouvelle Génération du Congo. Bienvenue, maître. Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Ça faisait quand même très longtemps. Ouais. Quand vous cherchez, c'était difficile à vous joindre. Oui, parce que travailler pour la population, c'est pas seulement être sur les plateaux de télévision. Exactement. Nous passons de temps en temps, ou nous acceptons de venir de temps à autre sur le plateau de télévision pour atteindre ceux-là qui n'ont toujours pas l'occasion de nous voir. Ou soit nous-mêmes, nous faisons un effort d'aller vers, tenter aller vers plus des populations possibles, parce qu'on s'est dit, en ayant comme rendez-vous nos lieux de rencontres, de rassemblements, là je fais allusion au siège, ça ne donne pas la possibilité à d'autres Congolais de nous entendre aussi. Exactement. C'est comme ça que par moment, malgré nos multiples occupations, nous nous donnons cette peine-là de venir aussi répondre. Donc pour aujourd'hui, j'avais vraiment tenu. On a eu à reporter plusieurs fois. Plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai dit non, je vais faire plaisir à Hervé. Très bien. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je voudrais donner une précision. La génération Congo Nouveau, GSN, n'est pas déjà ou n'est pas un parti politique. Nous sommes une ASBL Ok. à caractère politique. Pourquoi je préférais me garder comme ça ou la garder comme ça? Parce que je veux donner la possibilité à tous les Congolais d'avoir accès à notre idéologie, à nos formations, à tout ce que nous offrons comme geste social sur différents plans. Ok. Quand vous faites déjà un parti politique, vous limitez les champs. Vous empêchez certains Congolais de vous approcher. Nous sommes une ASBL, c'est comme une église au milieu du village. Nous recevons les jeunes de tous les bords. Nous recevons les jeunes de toutes les tendances qui viennent chez nous pour suivre les enseignements sur le patriotisme, parce que c'est ça qui est l'idéologie des idéologies. Exactement. Le patriotisme pour un pays convoité, envié comme le nôtre, il n'y a pas autre chose à prêcher plus que le patriotisme. C'est ce que nous faisons. Il faut aimer son pays. Quand quelqu'un est patriote et réellement patriote, il ne va pas détourner les deniers publics, il va éviter de faire du mal à ses frères, il va éviter de trahir sa nation, quelles que soient les opportunités, quelles que soient les offres qu'on pourra lui présenter. Nous prêchons principalement le patriotisme. Quand je suis patriote, si on m'invite à aller vers un parti politique où le leader n'est là que pour exploiter la population, je n'irai pas parce que je vais me dire, ça c'est une anti-valeur que je ne peux pas soutenir. J'irai dans un parti politique où il y a réellement une idéologie qui contribue à l'unité des Congolais, à la sauvegarde de l'intégrité nationale, qui participe au développement du Congo. Ok.
Donc c'est un peu tout ça là. Donc on a préféré être une ASBL pour prendre tous les jeunes, leur enseigner les valeurs et ensemble avec eux lutter contre les antivaleurs. Mais pourquoi ne pas s'afficher carrément comme parti politique, sachant que nous sommes dans un pays où la politique prime pratiquement sur tout? Nous ne pensons pas avoir plus des capacités en termes de création et gestion des partis politiques, plus que tous ceux-là qui existent déjà. Nous en avons près de 700 partis politiques dans ces pays. Et c'est là depuis, je ne sais pas, 20-30 ans qu'on a ce nombre élevé de partis politiques. Je ne sais pas si ça existe aussi dans un autre pays au monde. Donc nous sommes uniques en notre genre. Alors par rapport à ça, je me dis, si je crée aussi un parti, je viendrai m'ajouter sur la liste, sur la panoplie de ceux qui existent déjà. Ça ne fait pas avancer la nation. Mais il y a possibilité de faire la démarcation entre ceux qui ont existé avant vous. Justement, en attendant d'arriver à tout Et ça, vous-même. il faut d'abord préparer la jeunesse. La jeunesse avait été mal habituée. Quand je parle de la jeunesse, c'est une particularité, mais je peux tout mettre ensemble, généraliser. Les Congolais ont été mal habitués à aller vers des partis politiques contre les billets des banques. Donc on te motive, tu viens. On te motive, tu viens. Alors il faut enseigner à ces gens-là pourquoi les partis politiques existent. C'est quoi le vrai objectif des partis politiques. Et quand on n'est pas au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment élire les autorités? Il ne faut pas élire parce que c'est votre frère, c'est votre cousin, c'est votre, je ne sais pas, frère de l'église. Vous l'envoyez au Parlement, arrivé là-bas, monsieur devient fou parce qu'il commence à manipuler les sommes qu'il n'avait jamais vues, même pas entendues. Alors il tourne le dos, il disparaît, comme ce fut le cas dernièrement, les députés avaient carrément séché leur base et c'est à peine qu'ils commencent à revenir parce qu'ils se savent à quelques mois des élections. Vous voyez? Alors ça ne sert à rien d'aller sur la même chose. Nous, on a pensé, commencer d'abord par enseigner les jeunes, Très bien. parler du pays, vanter tout ce que nous possédons, toutes nos richesses. Nous entendons seulement parler de « nous sommes un grand pays », plus que le Rwanda. Le Rwanda n'a que 26 000 km². Mais regarde comment le Rwanda empêche aux Congolais de dormir normalement. Tous les jours, on a peur, ah, le Rwanda, alors qu'on a 2 345 000 km². Alors, ça va prendre le Rwanda combien de fois? Donc, tout ça là, c'est parce que les Congolaises et Congolais ne savent pas ce que c'est la République démocratique du Congo. Alors, il faut enseigner l'histoire, la géographie du pays, parler de nos richesses et en même temps expliquer aux jeunes, les inciter à savoir comment maîtriser l'exploitation de ces richesses-là. Pourquoi pas commencer maintenant à faire des bons choix pour avoir des bons dirigeants qui feront que demain, nous puissions réellement bénéficier de ces richesses. Très bien, on va parler élection. Il y a peu, la CENI venait d'organiser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. J'avais vu particulièrement à votre message, vous avez lancé un appel aux sympathisants de votre ASBL, mais aussi aux Congolais d'une manière générale, de s'approprier de ces processus, de se faire enrôler afin d'avoir le droit au vote. Et actuellement, les processus continuent. Quelle est votre position à vous par rapport d'abord à ce qui venait de se passer dans les cadre de l'identification des électeurs? Il y a certes des leaders politiques qui ont estimé que les processus n'étaient pas fiables, il y avait beaucoup de ratés. Au niveau des générations Nouveau Congo, quelle est votre position? Au niveau de la génération Congo Nouveau, nous nous sommes pliés à ce qui était arrivé. J'aurais pas interdit à mes militants, parce que dans une ASBL, on vient aussi militer. Okay. Je ne pouvais jamais interdire à mes militants d'aller se faire enrôler dès lors qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien de majeur, aucun incident majeur. Il y avait des petits soucis au départ, chose qui s'est fait partout, qui peut arriver. Il y a d'ailleurs un langage courant que tout le monde existe. La technique a ses caprices. On nous dit toujours ça. Donc ce n'est pas à la CENI, ce n'est pas à la technique de la CENI que les caprices vont échapper. Ça peut arriver partout. Et souvenez-vous que Kadima a fait venir ses kits spécialement pour cette opération. Donc on avait mis de côté tout ce que Nanga et son équipe avaient laissé. Alors quand ça arrive, ce sont des machines fabriquées en dehors de la RDC. Il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs paramètres.
Vous n'avez jamais entendu parler de la tropicalisation d'un appareil quand ça provient d'un pays vers, par exemple, l'Afrique. C'est une question qui existe aussi. Alors moi, je me dis, il y a toutes ces options-là qui avaient concouru au mauvais événement qui faisait qu'il y ait parfois des ratés, des situations qui mettaient en mal la population qui venait pour l'enrôlement et les agents de la CENI. Mais Dieu merci, on est allé jusqu'au bout. Donc il n'y a pas une seule province où les gens se sont levés à la fin pour dire non, chez nous, les gens ne se sont pas suffisamment enrôlés. En dehors du PPRD, par exemple, qui avait interdit à ses militants de se faire enrôler, tout le monde s'est fait enrôler. La famille politique de l'opposition, chapeautée par M. Moïse Katumbi, se fait enrôler. Ici à Kinshasa, il y a plusieurs, vous savez qu'il y a plusieurs oppositions dans ces pays. Ils sont tous allés se faire enrôler. Mais l'opposition, d'une manière générale, continue de décrier jusqu'à ces jours ces processus électoraux. C'est de leur droit. Elle estime qu'elle n'a jamais été fiable. C'est de leur droit et on ne peut pas leur priver ça. C'est de leur droit. C'est même ça la démocratie. Mais seulement, je voudrais faire observer aux téléspectateurs qui nous suivent que si nous suivons ces discours-là, nous n'allons pas avancer. Nous ne voulons pas de la situation d'illégitimité. Le président Tshisekedi est légal et légitime pour le moment. Ça va arriver un moment, après décembre 2023, il deviendra illégitime s'il n'organise pas les élections. Alors ça va nous faire tomber encore dans la situation connue en 2016 avec le président Kabila. Alors vous savez combien ça fait, ça crée de l'instabilité généralisée dans tous les secteurs du pays. Alors nous ne voulons plus revivre ça. Il doit organiser les élections. Et pour ça, l'opposition est dans son rôle de tireur des sonnettes d'alarme. Quand il voit que ça ne va pas, elle peut parler, elle peut demander. Mais si le pouvoir estime qu'il a bien organisé les choses et que nous pouvons avancer, avançons, allez aux élections. Tout celui qui pense être capable de se faire élire, tout celui qui pense battre à plate couture ses adversaires, il n'a qu'à le faire. C'est ça la beauté de la démocratie. Mais interdire aux opposants de s'exprimer, ce n'est pas intéressant. L'opposition aussi, refuser au pouvoir son droit d'exercer ce que lui reconnaît la Constitution, ce n'est pas aussi correct. Donc, de mon point de vue, à chaque militant, à chaque partisan, de suivre les rythmes de sa famille politique. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions souhaiter qu'il y ait organisation des élections, pas des élections bâclées, pas d'élections chaotiques, mais des élections qui vont permettre au cycle de tourner comme prévoit la Constitution. Vous ne pensez pas que le décor pour la contestation des prochains résultats des élections est déjà planté? Monsieur Hervé, il faut rappeler ici que la désignation des Kadima a posé problème. Actuellement, l'opposition sera d'ailleurs dans la rue le 13 mai prochain pour exiger la restructuration de ces bureaux de la CENI et même de la Cour constitutionnelle. On estime que la CENI a été désignée de manière assez bizarre. Est-ce que vous pensez que tous ces éléments réunis ne favorisent-ils pas la contestation des prochains résultats des élections? Monsieur Hervé, au jour d'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas un seul pays au monde où des élections se passent, où le processus commence du début à la fin sans qu'il n'y ait contestation. Le dernier cas est celui, là je fais allusion au pays de la vieille démocratie, le dernier cas est celui des États-Unis d'Amérique. Je ne prends même pas les cas de la France parce que là ce n'était pas tellement grave, tous les autres avaient accepté. Prenons les cas des États-Unis dans les deals Biden et Donald Trump. Trump, jusqu'aujourd'hui, réclame sa victoire. Vous voyez? Alors que là, un peu comme ici, Fayoul continue d'exiger sa victoire. Les États-Unis s'érigeaient en donneurs de leçons. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus tellement de courage pour parler de ça. Parce qu'ils sont eux-mêmes tombés dans ces panneaux. Donc c'est pour vous dire que même si Dieu, le Tout-Puissant, Dieu créateur, a envoyé aujourd'hui dépêcher des anges pour venir conduire, piloter ces opérations d'élection, monsieur Hervé, croyez-moi, l'opposition dira toujours qu'on a fabriqué ces anges-là par les laboratoires du pouvoir. Ce qui est plus important, c'est que chaque leader fasse un effort pour avoir, si ces leaders estiment avoir raison,
s'il estime être du bon côté de l'histoire, comme nos amis de l'Union sacrée le disent, c'est question de sensibiliser la population, car quand la population s'élève, la population qu'on appelle les lions tranquilles, quand les lions tranquilles s'élèvent, personne ne peut dire le contraire. Mais comment ces leaders vont mobiliser leurs militants et sympathisants, sachant qu'ils n'ont même pas des représentants au niveau de la CENI? Vous savez bien ce qui s'est passé dans ces bureaux. Il y a des gens qui ont été désignés dans ces bureaux sans pourtant porter de manière officielle le mandat de leur parti. C'est des gens qui ont été débauchés. Comment créer le climat de la confiance comme ça? Si je suis leader, je m'estime être un vrai leader opposant au régime de Félix Tshisekedi Tshilombo, je ne peux que donner un mot d'ordre, comme ça se faisait sous le règne du Sphinx délimité. À partir de chez lui à la maison, il n'a pas besoin d'aller à la CENI, il n'a pas besoin d'aller à la télé, chez lui à la maison. Ville morte demain sur l'ensemble du pays, ville morte. Vous voyez comment on reconnaît le leadership d'un opposant. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc, tous ces leaders qui contestent le pouvoir en place n'ont pas tort, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Moi-même, je suis avocat. Si je vous parle des choses que nous déplorons tous les jours au sein de l'appareil judiciaire, le chef de l'État lui-même ne cesse de les répéter. Donc, nous sommes déçus chaque jour. Vous pouvez accompagner un client, vous allez jusqu'au bout avec le processus, on rend l'arrêt ou le jugement, on donne raison à celui qui a tort. Vous avez quelqu'un, vous êtes en bataille judiciaire contre un adversaire qui n'a aucun document, aucun titre, par exemple, pour ce qui concerne les conflits parcellaires. Il n'a rien que sa bouche. Mais vous ne comprenez pas comment le tribunal ou la cour peut lui donner raison. Vous ne comprenez pas. Soit on lui donne carrément raison, soit on vous embrouille, on vous envoie dos à dos. Ça se fait dans ces pays. Alors, nous déplorons beaucoup de choses. La vie chère, oui, on parle de ça, c'est aussi normal. La vie coûte cher au jour d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas aussi dire que Tshisekedi ne fait rien. Il y a des choses pour lesquelles il y a beaucoup d'avancées, pour lesquelles il faut aussi les féliciter, il faut aussi l'acclamer. Dans quel secteur il y a Dans beaucoup de secteurs. On peut parler d'avancées, par exemple. Je ne suis pas son porte-parole, mais en tant que patriote, je peux parler. Moi, je vais prendre par exemple les prestations de l'IGF. Aujourd'hui, grâce à l'IGF, nous avons d'abord appris, vous savez, l'information, c'est la chose la plus capitale dans la vie de quelqu'un. Quand vous avez les informations, grâce aux informations, vous pouvez être à même de poser beaucoup d'actes, d'élever plusieurs options pouvant vous aider à améliorer les futurs. Plusieurs Congolaises et Congolais, aujourd'hui, se sont révoltés et ont décidé d'être des candidats en 2023. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que les gens qui ont eu à nous gérer par le passé détournaient tous les jours des millions de dollars. C'est ce qui s'est fait actuellement. On les a su comment? Grâce à l'IGF. Et moi-même, je vis régulièrement les réactions des gens, des autorités, des responsables. Comment tous ces gens ont peur aujourd'hui de manipuler l'argent de l'État? Tout le monde dit non, 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 l'IGF. Ah, vous les pensez? Oui, mais je vous dis. Pourtant, c'est tous les jours qu'on parle des détournements. Je ne dis pas que c'est fini. Non, 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 je ne dis pas que c'est fini. Il y a encore des cas isolés, il y en a. Mais de manière générale, cette frousse-là, cette dissuasion-là qui est passée dans la société par rapport aux gestionnaires des affaires de l'État fait qu'aujourd'hui, les gens, avant de toucher, de manipuler les ressources de l'État, les gens prennent le temps de tourner leur tête. Ils réfléchissent. Ils pensent à leurs enfants, comme disait Kanyama, avant de sortir, prends la photo, regarde. Les gens commencent à réfléchir. Ce sont des choses qui n'existaient pas. C'est arrivé grâce à l'impulsion de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est déjà bon. Vous voyez, si on encadre ça, on va loin avec ça, je pense que ça va beaucoup aller. Il est vrai qu'il y a aussi beaucoup de laisser aller. Il y a aussi beaucoup d'excès des ailes, voulais-je dire, dans les chefs de l'IGF. Là, je ne parle pas de l'IGF en tant que chef de service. Je parle de l'inspection générale des finances. À plusieurs endroits, dans plusieurs rapports, ils mettent aussi des fois des rapports biaisés. J'ai vécu ça aussi auprès d'un de mes clients où on vient vous imposer, on vient vous imposer un avis de taxation d'office signé unilatéralement. À la fin de cette séance de travail, il faut qu'il y ait
signature de part et d'autre. Donc les deux parties doivent signer. Mais ils viennent, ils vous imposent des chiffres, à la fin, ils vous imposent la taxation. Et ils envoient les rapports au patron IGF, chef de service, et celui-là vous envoie la note de taxation d'office définitive. Donc on vous impose ça. Vous voyez, là, ce n'est pas aider les pays. Là, ce n'est pas favoriser les investissements. Or, quand c'est des investissements, que ce soit des étrangers ou des Congolais, vous découragez ceux-là de continuer à travailler. Exact. Et vous envoyez vos compatriotes qui travaillent dans ces sociétés vers le chômage. Vous voyez, ce sont des choses pour lesquelles nous demandons à l'IGF d'essayer de recadrer. C'est important de recadrer régulièrement ses collègues. Alors, pour ce qui est, j'étais en train d'expliquer, vous avez parlé dans quel secteur, je parlais de ces secteurs-là. Au jour d'aujourd'hui, prenons des exemples banals. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons partout comment on construit les routes. Les gens profitent, comme ça se faisait par le passé, les gens profitent pour surfacturer. Je demande à la justice de faire son travail. Mais quand même, il y a des routes qui se construisent et des routes de qualité. Souvenez-vous, il y a 5-6 ans passés, nous avions des routes avec un petit volume comme ça. Des routes, vous roulez 2-3 semaines, vous remarquez encore des nids de poules. Mais au jour d'aujourd'hui, on nous fait des routes en termes de béton. Vous voyez, c'est parti pour des années. C'est quelque chose à saluer. Or, vous savez que la route, grâce à la route, plusieurs choses peuvent être facilitées, notamment les échanges commerciaux. C'est très important. Si grâce aux routes, on parvient à relier les 26 provinces de la République démocratique du Congo, ça ferait l'affaire. La gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel. Ça patauge. Mais on ne vivait pas ça. Non, mais écoutez, M. Hervé, c'est pas comme un clic comme ça qu'on peut changer une situation. La gratuité a détruit même la qualité de l'enseignement pour certains. Non. Moi, j'ai des enfants qui étudient, des nièces, des neveux, des cousins. Je connais au sein de ma structure, j'ai des gens qui ont des enfants dans ces écoles de gratuité. Ils étudient normalement. Les enseignants qui enseignent là-bas, il ne faut pas les minimiser. Ce sont des Congolais qui ont conscience. Ce n'est pas à cause de la gratuité. Parce que gratuité ou pas, ils sont toujours payés. Alors comment la qualité va baisser? Non. Tout se passe toujours comme prévu. Et il ne faut pas être dans les discours des opposants de mauvaise foi. On revient sur les élections. Les jours passent, les processus avancent également. Au niveau de la génération Congo Nouveau, est-ce que vous allez vous aligner derrière les candidats de l'Union sacrée qui est Félix Tshisekedi, ou vous allez vous ranger du côté de l'opposition, ou soit vous-même, comme président ou initiateur de ces mouvements, vous allez vous présenter ou vous allez vous déclarer comme candidat président de la République? Écoutez, ce pays n'appartient à personne seul. Ça nous appartient à nous tous. C'est d'ailleurs le seul bien que nous avons en commun. Il y a des supputations qui se font sur le nombre de Congolais. Il y en a qui parlent de 107 millions. Il y en a qui parlent de 120 millions. Bref, que nous soyons même 150 millions, ce pays est un bien commun. Donc personne ne peut prétendre être le seul à briguer la magistrature suprême et pas d'autres. Personne ne peut prétendre avoir droit d'aligner les députés à tous les niveaux. Nous sommes une ASBL à caractère politique, comme la loi électorale prévoit qu'on aille comme des regroupements, par rapport à la question du seuil de recevabilité, mais également les seuils par rapport à l'alignement pour être élu. Il faut atteindre un certain nombre de voix. Je pense qu'au moment opportun, nous allons devoir nous décider. Donc là, ça ne dépend pas... Et pourquoi ne pas le faire maintenant? Je ne vais pas le faire jours maintenant. Avancent. Non, je ne le fais pas maintenant Question parce que... de tenir en alerte parce que vos je ne militants. suis pas, comme je vous ai dit, je ne suis dans aucune famille politique. Je suis du côté de la population. Au moment opportun, je vais étudier. Parce que si jamais ça arrivait que le président Tshisekedi soit réélu, il va poursuivre son programme. En ce moment-là, je vais lever des options pour voir si je dois aller avec lui ou pas. Son mandat n'est pas encore fini de toutes les façons. Si c'est aussi l'opposition qui va nous convaincre en ce moment-là, nous irons avec l'opposition. Donc c'est un peu ça. Donc à ce jour, la position de la génération Congo Nouveau n'est pas
clairement encore défini. Nous n'avons encore rien défini parce que nous avons affaire à des Congolais. L'opposition majorité, tous sont des Congolais. Nous les verrons Très les bien. options au moment opportun. L'essentiel est qu'on soit aligné sur une liste. Très bien. On va parler sécurité. Vous avez suivi la réaction de Kinshasa en rapport avec la nomination du nouveau commandant de la force régionale. Avant même de parler de la force régionale, d'une manière générale, vous avez quelle lecture de la décision qui a été levée en amont par le président de la République de faire appel aux armées étrangères pour venir nous prêter main forte face à cette insécurité grandissante? Est-ce que vous avez partagé cet avis ou vous estimez que le président avait peut-être mieux à faire ou c'est quoi la position de votre formation? Notre position est claire, c'est celle de défendre toujours la position du peuple. Et la population veut que nous puissions défendre comment on dit, l'intégrité nationale du pays en ayant un discours qui moralise le peuple. Pour ce qui est de la nomination du président, Du nouveau commandant de la force régionale. moi je pense que le président n'a pas posé l'acte sans consulter son frère, le président Félix Tshisekedi. Ils se sont sûrement consultés et c'est à l'issue de ça qu'il avait levé l'option de remplacer celui-là. Parce que dans tous les cas, les troupes, on ne les laisse pas comme ça sans maître, sans dirigeant. Il s'agit des militaires, il s'agit des hommes en uniforme et armés. Donc, il fallait absolument nommer quelqu'un et il a choisi parmi les officiers supérieurs de son pays, il a estimé que celui-là était capable, il l'a nommé. Ça ne peut pas faire polémique, donc c'est tout à fait normal. Nous soutenons Très cela. bien. Quelle est l'opportunité d'avoir à ce jour des armées étrangères sur notre pays? Ils sont estimés, je crois, à 5000 hommes, alors que nous avons une armée au niveau du pays qui contient, selon certains chiffres, plus de 100 000 hommes. Pourquoi faire appel à des armées étrangères avec un nombre très réduit ou un effectif insuffisant, alors qu'on pouvait doter notre armée en moyens, en équipement pour faire face à cette agression? Je ne pense pas que ça soit intéressant pour quelqu'un qui n'est pas président de la République de se mettre à réfléchir à sa place. Parce que tout ce qu'on va faire comme analyse va être à peu près. Gérer une maison, une société, une entreprise, et même être Premier ministre, c'est bien. Mais être magistrat suprême, commandant suprême, garant de la nation, c'est un autre monde, c'est une fonction à part. On dit même que c'est une fonction mystifiée. On ne peut pas discuter avec celui qui a les informations, celui qui a les contrôles du pays en permanence, celui qui est informé seconde après seconde de ce qui se passe, celui qui connaît les tenants et les aboutissants de toutes les questions. Comment on peut douter de son choix d'avoir fait appel à la force de l'EAC? Il connaît. Se mettre à tirer à boulet rouge sur lui, c'est se fragiliser de l'intérieur, en interne. À un président de la République, on inflige la sanction négative lors des élections. Parce que quand vous commencez à tirer à boulet rouge, oui, c'est comme je dis, l'opposition est dans son rôle. Elle doit continuer à parler, réclamer, tout ce que vous voulez, parce que ça permet au gouvernement de corriger aussi quand ça ne va pas. Mais des questions sensibles comme celle-là, moi j'ai dit, le président Tshisekedi qui a les tableaux de bord de la voiture appelée République démocratique du Congo, a estimé qu'il faut aller dans ce sens-là. Alors pourquoi nous on peut douter de ça? Si nous avons... Mais est-ce qu'aller dans ce sens est bénéfique pour la République démocratique du Congo? Parce qu'actuellement, on doit le dire clairement, Kinshasa ne contrôle pas certaines localités. On doit le dire comme ça, les présidents de la République ne contrôlent pas certaines localités. Depuis que cette année a commencé, nous sommes au 5e mois aujourd'hui. Depuis janvier, citez-moi une seule date où il y a eu tuerie, où il y a eu massacre, comme ça se faisait par le passé. Ah bon? Parlez-moi, vous êtes journaliste. Vous ne lisez pas les différents rapports établis par les ONG? Non. En Ituri, on tue en Ituri pratiquement J'ai dit ceci. chaque semaine. Parlez-moi d'un seul cas. Parce qu'avant, c'était vous restez comme ça. Seconde, vous entendez votre WhatsApp pour faire entrer un message. Vous regardez comme ça, vous voyez les images de vos frères. Je vous ai parlé de l'Ituri, dans les territoires des Djougou, on tue. Je veux dire quoi par là? C'est encore à Irum, je crois, on tue. Ici, à Kouamout, on tue. Je vais vous dire que la situation depuis l'instauration de l'état de siège s'est radicalement modifiée. Ah bon?
Oui. Pourquoi? Parce Ce que... n'est pas pourtant l'avis de ceux qui vivent dans Non, moi je ces vous provinces dis, mais concernées. moi j'ai des membres partout là-bas. J'ai des membres. La situation ne s'est pas normalisée. Il y a encore des tueries, il y a encore des problèmes, il y a encore de l'insécurité. Si d'ailleurs on doute de l'effectivité de l'organisation des élections là-bas, c'est justement parce qu'on redoute de tout ça. Mais je me dis que si on peut comparer avec la situation du passé, on va voir qu'il y a une nette amélioration. Les choses ont quand même beaucoup changé. La présence et de ces troupes étrangères et de l'effectivité de l'état de siège sert de dissuasion à ceux-là qui avaient l'habitude de tuer facilement, d'égorger facilement. Ils continuent à poser leurs actes infernaux, mais ils ne les font plus avec facilité comme c'était par le passé. Donc c'est déjà un petit pas. Ah bon? Et quand le président Tshisekedi a décidé de faire ça, il a levé cette option sûrement par rapport à certaines informations qu'il avait. Avant Le l'État. président Ok. Kabila n'était pas d'accord avec l'EAC. Il avait ses raisons. Quand on a, bon, puisqu'il était déjà fait mandat, mais il avait présenté un dauphin. Pourquoi son dauphin n'était pas voté? C'était notamment parce que la population estimait que son mandat, son bilan, tous les temps passés à la tête du pays, n'avait pas satisfait les Congolais. C'est comme ça que les Congolais avaient préféré lui infliger une sanction négative par rapport à son dauphin. Même si moi, de mon point de vue, j'estime que le président Kabila était seulement incompris. Il était incompris parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand les gens se mettent à réfléchir, on voit qu'il avait encore beaucoup de bonnes choses à offrir au pays. Il avait beaucoup de qualités pour lesquelles le pays a besoin. Mais il est parti suite à la force que l'opposition de l'époque avait. Il est parti, quand je dis il est parti, pas lui en tant que président, mais sa famille politique, parce qu'il avait placé un dauphin. Mais nous sommes des Congolais, il a une famille politique. Demain ou après-demain, ils auront toujours le droit de revenir. Très bien. Et s'ils parviennent à convaincre la population. Alors, pour ce qui est du choix de la force arrivée ici, moi je me dis, on ne minimise pas nos militaires, mais souvenez-vous qu'on était sous embargo, nous étions sous sanctions, nous avions des restrictions qui ne nous permettaient pas d'acquérir les matériels militaires facilement. Donc il fallait vivre dans un régime de notification. Cela nous a pris des années. Et avec ça, on était incapable de s'offrir un armement de taille, un armement de la dernière génération. Mais non, maintenant, nous avons cette liberté-là. Donc, nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes une armée qui renaît de ses centres. Donc, petit à petit, nous allons monter. Moi, je pense que d'ici là, nous serons capables, comme ça se faisait sous le maréchal Mobutu, de commencer aussi à aller prêter main forte à d'autres pays qui ont des problèmes. Très bien, je reviens sur vos propos de tout à l'heure. Vous estimez que l'état des sièges a apporté tant soit peu de solutions, mais laissez-moi vous dire qu'avant l'état des sièges, Kinshasa avait le contrôle des Bunagana, des Rutshuru, des Massissi. Mais depuis qu'on a décrété l'état des sièges, on a perdu le contrôle de tous ces territoires. Est-ce que vous êtes aujourd'hui fier de voir que certaines localités de notre pays soient gérées par des gens qu'on ne maîtrise pas? Je ne suis pas du tout content, je déplore cette situation, mais seulement, je dis, s'il faut comparer la situation de l'époque à celle d'aujourd'hui, vous verrez que même si nous sommes occupés de manière connue, parce qu'on sait que non, il y a les M23 là-bas, c'est connu, mais nous avons nos yeux ouverts, les contrôles de tout le monde et pèsent sur ces mouvements rebelles. Donc, ils savent qu'ils sont là peut-être dans le cadre de la stratégie pour se donner de l'importance. Quelle stratégie encore? Oui, mais c'est ça, pour négocier. Non, mais des gens qui nous disent clairement, on a instauré la zone tampon et l'armée régulière n'a pas le droit de fouler cette zone. Écoutez, Au cas où l'armée s'entêtait, c'est la guerre qui va reprendre. Vous êtes en train de m'amener sur une piste où je dois commencer à défendre les pouvoirs. Moi, je dis c'est l'impression que vous me donnez. Non, je dis tout simplement, ici je parle, j'agis en tant que patriote. J'aime mon pays. Je ne peux pas tirer à boulet rouge sur les dirigeants de mon pays. Ah, vous analysez ici. J'analyse. Et moi, je pense que la situation d'aujourd'hui est
n'est toujours pas acceptable parce qu'il y a toujours des tueries, il y a de l'insécurité. Mais par rapport à celle d'avant, nous allons lentement mais sûrement vers la normalisation de la situation. Comment ça? Les gens qui sont Ça là fera à bientôt une année que Bunagana, Bunagana est assiégé. oui, tout ça là c'est politique, ne vous en faites pas. Nos Des militaires, rebelles qui ont instauré même avec tout ce leur qu'on a eu, administration, ils alors perçoivent les taxes et consorts. avec tout ce qu'on a eu depuis un temps comme armement, avec la formation de nos militaires, je suis convaincu qu'ils sont capables d'ouvrir du feu sur ces rebelles et ils vont dégager de ces zones. Mais comme le président avait pris certains engagements avec des troupes étrangères, c'est alors que je vous parle de la question politique. Donc laissons-le voir, laissons-nous observer, voir ce qui va se passer. D'ici là, d'ici décembre, il y aura élection. Et à la population d'être motivée pour bien analyser la situation de la gestion du régime en place Est-ce qu'il y a et eu un enrôlement voir à quelles Bunagana? sanctions il faut lui infliger. Est-ce qu'à Bunagana, il y a eu un enrôlement des électeurs? À Bunagana, à Massissi, On a à organisé Rutshuru. Est-ce qu'on a l'enrôlement. enrôlé les Dans Congolais là-bas? l'est du pays, il y a eu, partout où c'était possible, on a enrôlé les gens. Ils s'est déplacés parce que ces rebelles n'empêchaient pas les populations, ils ne les ont jamais pris en otage. Ils leur laissaient la liberté de vaquer à leurs occupations. Et pour votre information, ils ne viennent pas pour prendre ces terres-là. En réalité, ils font tout ça là dans le cadre de la stratégie, comme je dis, pour se faire important dans la négociation. Parce que Étienne Mordicus négocie avec Kinshasa. Alors, comme Kinshasa avait déjà dit, je ne vais pas négocier avec des rebelles, déclaration hâtive ou pas, je ne sais pas. Bref, Kinshasa est maintenant dans une situation inconfortable. Il ne sait pas, est-ce qu'il faut négocier, est-ce qu'il ne faut pas négocier. Vous voyez, pendant ce temps, eux aussi veulent donner l'impression qu'ils ont le contrôle de tout. Si on décide aujourd'hui de les attaquer, nous allons tuer nos populations parce qu'ils vivent dans la population. Vous voyez? Alors, si vous demandez à nos FARDC d'aller les mitrailler, mais vous allez tuer les populations. On n'accède pas au pouvoir pour tuer les gens qu'on est censé gérer. Donc, c'est une situation très délicate pour laquelle nous demandons aux communautés locales de contribuer aux côtés du gouvernement pour que la situation puisse se normaliser, aux pasteurs de prier, à tout celui qui est capable de faire quelque chose, de contribuer pour que la paix revienne finalement dans l'est de notre pays. L'insécurité, ce n'est pas seulement à l'est du pays, ici à Kwamut, à quelques kilomètres de Kinshasa, ça chauffe également. C'est des villages entiers qui sont incendiés. C'est la population qui se déplace pour fuir l'insécurité. Ce qui manque au pouvoir actuel, est-ce que c'est la politique sécuritaire ou c'est l'absence d'une politique sécuritaire bien définie ou c'est simplement la volonté de mieux faire? Non, la volonté est là. C'est qui accepte d'accéder au pouvoir pour commencer à détruire sa propre population? Ça n'existe pas. À travers le monde, même dans des pays où on avait affaire à des dirigeants rebelles, des dirigeants dictateurs, non, on n'a jamais voulu accéder au pouvoir pour tuer les populations. Parce que ce sont ces mêmes populations qui vont vous voter si jamais il y a élection. Ce sont les mêmes qui vont devoir travailler pour permettre au trésor d'encaisser. Donc, on ne tue pas sa population. Moi, je pense que la volonté est là, mais seulement le pouvoir a trouvé certaines réalités. Il faut qu'on se le dise. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Le président Tshisekedi est en train de travailler avec ses collaborateurs, d'abord par rapport à la volonté qu'il a de voir les choses changer positivement, mais il a aussi peut-être quelques experts qui n'ont pas assez d'expérience pour n'avoir jamais géré, mais ils se battent jour et nuit, ils essayent, ils s'améliorent. Mais le président Kabila qui était là pendant 18 ans, dites-moi, si sous son règne, rien n'avait changé dans ce sens, comment on peut être rigoureux? Sous Kabila, Bunagana n'a pas été assiégé pendant une année. Non, mais la comparaison n'est pas raison. Les contextes ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que sous Kabila d'abord, le président Kabila, c'est un ancien militaire. Il connaissait comment faire face à des situations d'agression. Il savait comment il fallait se comporter. Mais malgré cela, souvenez-vous, vers Kisangani là-bas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des Maïma Ignatura, des choses comme ça, des mouvements rebelles
qui sont aussi dans certains territoires, dans certaines localités, peut-être que vous et moi ne connaissons pas les noms, mais qui sont là, qui occupent depuis des années, des années. J'ai des membres partout, j'ai des militants partout, du côté tronçon, Commanda et tout ça. Ils sont là. C'est assiégé, c'est pris en otage depuis des années, des années. Bounagan, on en parle peut-être parce que c'est bien connu. C'est une situation. Donc pour moi, il n'y a pas eu grand changement. Quoique j'ai dit que la comparaison n'est pas raison. Si avec Kabila, on n'avait pas pris Bounagan, on avait peut-être pris Commanda. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc moi, j'ai des gens, j'ai des collaborateurs Mais ça n'a pas duré sont une de année. ce côté-là. Non, mais je vous parle mais les RDF, par exemple, les ADF, qui sont dans les tronçons, justement, Commanda, tout ça. Ils sont là depuis des années, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans. Vous parlez d'une année de Bounagan, mais moi, je vous parle des territoires occupés depuis des années. Les rebelles qui font peur à Kagame sont au Congo depuis des années. Ils sont là comment? Ce n'est pas avec la volonté de Kabila. Ce n'était pas avec sa volonté ou par sa volonté. Ils se sont imposés, ils ont pris ces coins-là. On dit même que pour le moment, ils sont plus forts parce qu'il y en a qui sont devenus vieux, donc ils ne sont plus là forcément pour attaquer le Rwanda, mais ils commencent à vivre là, c'est devenu leur coin. Très bien. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs réalités pour lesquelles il ne faut pas toujours tirer à boulet rouge sur le pouvoir. Il faut reconnaître que le président Tshisekedi est en train de donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons lui donner la chance. Le président cherche à donner le meilleur de lui-même, mais sur terrain, la situation ne s'améliore pas. À Lubumbashi, c'est tous les jours que la population découvre des corps sans vie à travers les différents coins de la ville. Ici à Kinshasa, avec le phénomène Kuluna, c'est difficile de circuler. Est-ce que, au regard de tous ces éléments, on peut dire qu'il y a la volonté de mieux faire, il y a la volonté de sécuriser les Congolais? Oui, il y a la volonté de sécuriser les Congolais. En arrivant, il n'a pas voulu faire partir ceux-là qui travaillent avec le président Kabila, parce qu'il estime que tous sont des Congolais. Il les a laissés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des généraux, le général Patience, le général Raus. Tous ces gens, ils étaient déjà avec Kabila. Il y a plusieurs généraux même du côté des FARDC. Tango Fort. Ils sont là, ils travaillent. Ce sont des Congolais. Mais malgré leur occupation de fonctions sous Kabila, même après, il y a toujours des situations. Des fois où on est gagnant, où on est perdant. C'est comme ça que ça se passe. Le vrai problème ici est que notre pays est victime d'un coup. Hein? C'est une guerre économique. C'est une situation, c'est un complot international. Ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda sert de marionnette. Donc nous faisons face, c'est un peu comme Poutine qui fait face aux Occidentaux de manière générale, les pays de l'OTAN. La France combat contre la Russie, les États-Unis, tout ça. Mais la Russie prouve sa force parce que malgré leur mise en commun des forces-là, Poutine parvient à résister. Ça fait une année et quelques mois déjà que Poutine continue à frapper sans pitié. C'est la même chose avec la RDC. Donc derrière tout ce que nous vivons là, il y a beaucoup de multinationales, il y a beaucoup de pays qui viennent en contribution pour faire avancer l'M23. On ne peut pas se sentir gêné, humilié pour dire non, l'M23 c'est un petit mouvement. Le secrétaire général de l'ONU lui-même avait dit, ils ont des armes sophistiquées, nous ne savons pas où sortent, nous ne savons pas d'où sortent ces armes. Donc cela voulait tout dire. Donc il faut le comprendre comme ça. Donnons la chance au président Tshisekedi. C'est le seul pays que nous avons en commun. On ne peut pas toujours être là en train de sortir des paroles, des malédictions, des négativités, alors que nous devons souhaiter qu'il gère bien, que les choses marchent bien, car notre bonheur en dépend. Très bien. Est-ce que le problème avec les M23 particulièrement, ce n'est pas aussi Kinshasa qui est à la base? Parce que vous allez vous rappeler qu'il y a des vidéos, il y a des messages de ces mouvements rebelles qui faisaient savoir qu'ils ont été logés ici à Kinshasa, invités par le pouvoir en place. Est-ce que le problème, justement, ce n'est pas vous parlez des le régime? rebelles. Un rebelle, tout ce qu'un rebelle sort de sa bouche, c'est du mensonge généralement. Ah bon? Oui, parce qu'il est rebelle. Il ne peut jamais être dans la normalité. Un rebelle n'est là que pour inventer des choses. Mais ça n'a jamais été démenti.
Non, mais est-ce que Ces allégations n'ont jamais été démenties. pouvoir sérieux? Par contre, il y a même des gens de l'Union sacrée qui ont affirmé cela. Quand Kagame parle, Tshisekedi peut réagir. Quand Kagame parle, Tshisekedi peut réagir. Mais le gouvernement ne peut pas être là à réagir aux propos des rebelles. Vous entendez parler des rebelles. De même quand ces rebelles jettent de Non, l'opprobre mais il sur toute une raconte des nation, blablabla. sur tout un régime, Il raconte du n'importe le quoi. gouvernement doit se taire. Il raconte du n'importe quoi. Et vous, les journalistes, vous devez éviter de relayer ça. Il raconte du On ne fait pas n'importe les relais. quoi. Non, mais quand vous en parlez. Non, mais au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui en parlent. Dans tous les cas, moi je dis, même si cela était fait, parmi les M23, là, il y a des Congolais. Si le président Tshisekedi, je n'affirme rien, je ne sais pas, mais s'il les avait approchés pour parler, où est le mal? Où est le mal? Parce que quand il est arrivé, il avait tendu la main à tout le monde, y compris à Fayoulou, qui était son principal challenger. Alors, s'il a fait ça avec Fayoulou, pourquoi pas avec ceux-là qui sont dangereux, qui ont des armes? Donc, si on les avait approchés et qu'eux ont refusé, donc ce sont eux qui restent dans leur logique des rebelles. Alors, il faudrait finalement que le président Tshisekedi prenne des mesures plus fortes pour s'occuper de cette folie. En gros, vous comme Génération Congo Nouveau, quelle est votre piste de solution par rapport à tout ce que nous vivons? Non, la piste de solution, c'est d'abord le dialogue. Avant de préconiser la force, avant d'associer, avant d'appliquer la force, moi je pense que c'est toujours important de parler, de discuter. On ne peut pas être là à dire non, ce sont des rebelles, on ne peut pas les écouter, on ne peut pas. Non, ceux qui est bon, on ne peut rien leur donner parce qu'ils ont tué, ils ont endeuillé la République. Mais on peut les approcher, les écouter, moi je ne vois pas en quoi ça dérange. Identifier tous ceux-là qui sont congolais, on les écoute. Tous les étrangers, on les arrête. Mais les Congolais, on peut les écouter. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Au moins ça. Allez, on fait les décomptes des décès, des compatriotes tombés. Bon, par rapport à ces compatriotes, vous devez payer. On résout le problème parce que peut-être ils ont une revendication fondée, on ne sait jamais. Mais puisqu'ils ont tué, ils ne seront pas pardonnés pour ça. Et on met un terme à l'existence de ces mouvements rebelles. Mais les laisser toujours dans leur coin, alors que le gouvernement ne parvient toujours pas à les maîtriser, on ne sait pas qui est derrière eux. Moi, je pense que c'est dangereux. Il faut parler avec eux. Très bien. Et au moment des élections, la population doit devoir faire les bons choix des autorités compétentes, capables de bien manager les choses pour que pareille situation ne puisse revenir. On va terminer l'émission par cette dernière question. Un sommet est prévu, je crois, ce week-end à Bujumbura, qui va réunir pratiquement tous les chefs d'État des Grands Lacs, je pense. On annonce encore une fois de plus un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, cette fois sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies. Vous donnez quel crédit à ces énièmes tête-à-tête? On en a connu beaucoup, mais sur terrain, on ne voit pas des résultats. Mais tant qu'il y a la vie, tant que les deux pays vont demeurer voisins, parce que c'est parti comme ça pour toute la vie. Aussi longtemps que nous serons en vie, aussi longtemps que le monde va exister, le Rwanda et la RDC seront toujours des voisins. Alors, pour l'intérêt de nos populations, nous devons transcender certaines réalités inacceptables, insupportables, et donner priorité au dialogue. Il faut se parler, il faut s'écouter. Kagame sait que même après 1000 ans, les Congolais ne seront jamais prêts à lui céder un seul centimètre des terres congolaises. Il le sait. Il peut parler, faire sa masturbation et tout. C'est à lui, libre à lui. Mais il sait que c'est impossible. Il peut rêver et il rêve debout. Ça ne va jamais arriver. Alors, par rapport à ça, s'il faut se parler, moi, je ne vois pas pourquoi les deux chefs d'État peuvent être des ennemis, ne pas se parler. Mais qu'est-ce qui sera dit encore cette fois? Tu sais qu'il va rappeler la volonté. Ils se sont vus plusieurs fois. Tu sais qu'il va rappeler la volonté de la population. Sous la médiation du président angolais, français. Tu sais qu'il va rappeler la volonté de la population congolaise qui est de dire au Rwanda de cesser de faire exister les mouvements rebelles en République démocratique du Congo. Si les mouvements rebelles rwandais existent aussi dans notre pays, il faudrait également que les gouvernements congolais aident à extirper ce mouvement pour qu'il y ait la paix. Mais si ce n'est pas le cas, alors, après avoir épuisé tous les moyens pacifiques,
les temps pour l'armée congolaise de bien s'organiser. Jusqu'à présent, nous allons frapper. Jusqu'à présent, vous estimez que les moyens pacifiques ou les moyens diplomatiques ne sont toujours pas épuisés? Non, ce n'est pas épuisé. C'est pas épuisé. La diplomatie n'a pas de limitations de temps. Je dis, tant qu'il y a la vie, on peut se parler. On peut toujours aboutir à des solutions. Très bien, on a terminé l'émission. La caméra est devant vous. Votre dernier message aux sympathisants des générations Congo Nouveau, à vos militants et à tous les Congolais qui vous ont suivi. Continuez à être optimiste. Continuez à faire confiance aux institutions et aux autorités établies. Quand on se sent pas d'accord d'une option levée par le gouvernement, nous connaissons nos moyens pacifiques pour le faire savoir. Nous écrivons régulièrement à la primature et au Parlement et au chef de l'État pour faire observer, pour faire entendre notre voix. Et quant au reste, il faut éviter les troubles. Quand un pouvoir est en place, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont tout. Chercher un bras de fer n'est pas constitutionnel. Au gouvernement aussi de laisser l'opposition jouer son rôle, jouer sa partition, qui est de temps en temps d'alerter. Si on sent qu'il y a quelque chose d'anormal qui soit en train d'arriver. Quant au reste, préparons-nous aux élections. Tous ceux-là qui veulent être des candidats, si vous avez déjà des endroits où vous voulez aller, c'est bon. Si vous n'en avez pas, veuillez nous contacter, nous allons vous encadrer. Parce qu'au moment opportun, il faudrait que beaucoup de compatriotes soient avec nous pour aller tenter de servir réellement les pays. Alors, vous allez aligner des candidats députés? Nous allons aligner. À tous les niveaux ou au niveau des législatives seulement? Nous allons nous décider. Nous sommes tous ces temps ici en train de travailler. Nous bossons dur pour parvenir à des solutions. Et je sais que ça va aller. Et ceux-là qui pourront être intéressés peuvent nous appeler au numéro 099 99 61 021. 099 99 61 021 ou les 082 42 82 470. 082 42 82 470. Je ne cesse de le dire, le seul bien que nous avons en commun, c'est la RDC. Ne pas contribuer à sa stabilisation, c'est scier la branche sur laquelle vous êtes assis vous-même. Très bien. Aimons notre pays, aux pasteurs de jouer leur rôle, prier pour que la guerre s'arrête. Ce n'est pas un péché. La Bible même recommande de prier pour les pays. Au lieu d'entrer dans la politique, commencer à diviser les politiciens, que les pasteurs jouent leur rôle, que l'opposition joue son rôle, que le pouvoir aussi joue son rôle. Bref, qu'il y ait respect de la Constitution pour les uns et pour les autres. Maître Camille Richard Kalele, merci de votre disponibilité. C'est moi. Très bien. Cette émission est terminée. J'avais reçu pour vous Maître Camille Richard Kalele. Il est président de la Génération Congo Nouveau, une ASBL à caractère politique. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. On se retrouve demain jeudi pour un nouveau numéro de Perfect Actu. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.